Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan du mois d'avril. J'ai 4 livres à vous présenter et ça a été dans l'ensemble de plutôt bonnes lectures. Donc je commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu durant ce mois d'avril, c'est L'apprenti de l'ombre de Nicolas Peruch-Cerda aux éditions Nombre 7 éditions. Donc c'est un service presse qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition de l'Heroic Fantasy. C'est le premier roman de l'auteur et malheureusement ça se sent un petit peu quand même dans l'écriture, mais cependant il y avait quand même deux bons éléments. Donc pour l'histoire on va suivre Caris Baylor qui est une jeune fille au tout début du roman, elle a 12 ans, elle habite donc dans un monde complètement inventé puisque c'est de la fantasy. D'ailleurs on a une carte au début du bouquin, donc ça c'est vraiment appréciable hein, dans les romans de fantasy d'avoir une carte. Donc on a les clans du nord au nord. On a des empires et des royaumes au sud. On a Bloomsburg, c'est la ville où habite Caris, qui est entre les deux royaumes. Et puis on a la coalition de l'Est qui sont les grands ennemis. Caris grandit, voilà, elle est orpheline, elle grandit dans un monastère entouré de prêtres et de bonnes sœurs. Jusqu'au jour où tout son village va se faire massacrer par des mercenaires et elle va être la seule survivante de ce massacre. Et à ce moment-là, il y a un cavalier un cavalier errant qui passe par là dans le village, qui n'est autre que John Rochemore, qui est le plus grand des voleurs, le plus grand des assassins du royaume et qui est hyper connu, qu'on appelle d'ailleurs le voleur d'âme. Il va décider de la prendre sous son aile et d'en faire son apprenti. En des années, Caris va apprendre à devenir une guerrière ou un assassin comme John Rochemore. Et il va y avoir une élite de 6 ans entre la première et la deuxième partie. Et on retrouve Caris qui est une jeune femme, qui est devenue une jeune femme. Il se trouve que l'Empire du Sud, notamment l'empereur, en fait le jeune empereur Asmar II, qui était sous tutelle puisqu'il était un enfant, enfin il est toujours un enfant. Son père est mort il y a 6 ans, il était sous la régence de sa grand-mère, sauf que sa grand-mère vient de mourir. Et donc il devient empereur, sauf qu'on lui a volé la couronne, symbole de son pouvoir, et que la coalition de l'Est commence à préparer ses armées pour envahir les terres du sud. Et donc du coup, le jeune Asmar II doit réunir des alliés pour combattre justement cette coalition de l'Est. Sauf que comme il n'a pas sa couronne qui est symbole de pouvoir, et il a du mal en fait à rallier les gens, les troupes à sa cause. Une guerre va bientôt éclater et du coup le conseil d'état va missionner John Rochemore et Caris d'aller récupérer la couronne de l'empereur qui a été volée par Tyros Andros, qui est le grand méchant de la coalition de l'Est. Et donc John Rochemore et Caris vont s'embarquer dans une quête pour aller récupérer cette couronne volée. Donc voilà, il se passe plein de choses, je vous en ai pas trop dit. C'est un one shot qui fait un peu plus de 400 pages, mais qui est très dense, très riche. J'ai beaucoup aimé l'univers, il y avait de bonnes idées, ça reste quand même classique dans la construction en fantasy, hein. Reprend un petit peu les codes classiques de la fantasy, mais c'est pas plus mal. Par contre, j'ai trouvé que ça pêchait un petit peu au niveau de la plume qui avançait vite. Voilà, moi j'ai l'habitude de lire des gros romans de fantasy, des grosses sagas de fantasy adulte qui sont très riches, très denses dans l'univers, dans les personnages, etc. Alors que là, ça va très vite. Et pour autant, c'est pas de la jeunesse parce qu'il y a pas mal de références à de la violence, du sexe violent. Enfin voilà, c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes. Donc c'est vraiment de la fantaisie adulte, mais ça avance vite, l'intrigue va vite, il y a beaucoup d'ellipses, il n'y a pas trop de descriptions, les personnages sont pas trop fouillés non plus. Ce qui m'a un petit peu dérangée, j'avoue. Après, il y avait quelques petites maladresses aussi, notamment par exemple l'emploi du mot génocide pour désigner un massacre dans une taverne. Pour moi, ça passe pas. Voilà, un génocide, c'est quand même le massacre, la destruction d'une ethnie ou d'un peuple, mais pas du tout un massacre dans une taverne. Donc voilà, il y a des petites maladresses. Pareil, à un moment donné, il y a un personnage, je vous dirai pas lequel, qui il a des pouvoirs magiques et il peut rentrer dans la tête d'une autre personne afin de voir un souvenir de cette personne. Normalement, quand tu rentres dans la tête de quelqu'un pour voir son souvenir, tu vois le souvenir à travers les yeux de cette personne. Enfin, pour moi, c'est logique. Or là, il était décrit que le magicien qui rentre dans la tête de l'autre voyait cette personne comme s'il était en face d'elle, il la voyait sourire, etc. Donc pour moi, c'était
pas cohérent. Voilà, il y avait des petits trucs un petit peu comme ça. Cela dit, il y avait de très bons éléments. J'ai adoré tout l'univers politique, religieux, etc. Par exemple, à un moment donné, il y a Caris et John Rushmore qui vont dans une forêt, qui traversent une forêt, qui se nourrit des émotions des gens, et j'ai trouvé ça génial comme idée, sauf que c'était pas assez exploité, voilà. C'était pas assez développé, j'aurais aimé en savoir plus. Pour moi, ce livre était, comment dire, manquait un petit peu de maturité, mais il y avait de bons éléments. Et je pense qu'il pourrait plaire à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy, qui en lisent pas, qui voudraient commencer par quelque chose qui avance quand même assez vite, qui n'aiment pas trop les descriptions très longues, etc. Voilà, n'allez pas vers Tolkien hein, si vous aimez pas ça. Peut-être que ça peut être une bonne porte d'entrée dans le monde de la fantasy. Pour moi, c'était un peu trop léger, vu que j'aime les gros univers de fantasy justement, mais bon, voilà. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir découvrir cette maison d'édition et cet auteur, donc voilà, je remercie encore une fois Nombre 7 éditions pour l'envoi. Ensuite, je suis partie vers un classique du thriller, et ce livre, je vous l'avais montré dans un précédent book haul et vous m'avez hypé de fou, puisqu'il y a à peu près 99% des gens qui me disaient qu'il était génial, que vous l'avez lu, qu'il était trop bien, que ça avait été un gros coup de cœur pour vous. Du coup, vous m'avez motivé pour le sortir rapidement de ma pile à lire. Il s'agit de Le Parfum de Patrick Süskind aux éditions Le Livre de Poche. Et je rejoins la grande majorité des avis positifs. Ça a été un immense coup de cœur, une vraie pépine, une grosse découverte ce livre. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, mais je pense que vous êtes assez peu nombreux, ça se passe au XVIIIe siècle à Paris. On va suivre le jeune Jean-Baptiste Grenouille. Sa mère en fait est enceinte de lui. C'est une poissonnière, je crois, qui habite dans les faubourgs de Paris, où ça pue, ça empeste, il y a des cadavres, il y a du poisson, il y a des merdes partout. Enfin, c'est le Paris du XVIIIe siècle. Sa mère n'est pas mariée, et ça va être un énième bâtard, et en général elle tue ses enfants après leur naissance, ou elle essaye de se faire avorter. Et là, évidemment, Jean-Baptiste va naître au milieu des poissons, de la pascaille, de la ruelle, et elle va essayer de le tuer, de s'emparer d'un couteau pour le tuer, mais à ce moment-là, le bébé va hurler. Et ça va alerter les passants qui vont arrêter le geste de la femme pour éviter qu'elle tue son enfant. Évidemment, elle va être condamnée à mort, etc. Et Jean-Baptiste va se retrouver orphelin. Il va être confié à un monastère et à une nourrice. Alors au début, la première nourrice chez qui il est confié, elle va pas du tout vouloir de lui parce qu'elle le trouve très bizarre. Il n'a pas d'odeur. Voilà, c'est un bébé qui n'a pas d'odeur. Nous tous les êtres humains, on a quand même des odeurs, même si c'est pas toujours très perceptible. Et lui, il n'a pas d'odeur, mais par contre, il a un nez ultra développé, il a un sens de l'odorat hyper fin qui lui permet de sentir des odeurs à des kilomètres, qui lui permet aussi de décomposer un parfum en fonction, voilà, de sa composition, de tel pourcentage, de tac tac tac, et c'est vraiment un don incroyable. Jean-Baptiste va grandir chez une autre nourrice, puis après il va devenir apprenti tanneur, mais lui son rêve c'est de devenir parfumeur. Ensuite il va devenir apprenti parfumeur chez le grand Baldini, qui est un parfumeur célèbre de Paris, mais qui est sur le déclin. Il est un peu vieillissant, il y a un autre parfumeur qui lui fait concurrence, et là Baldini n'arrive pas à se renouveler, donc il va embaucher Jean-Baptiste Grenouille en tant qu'apprenti, parce qu'il se rend compte que ce gamin il a un talent incroyable pour composer des parfums exceptionnels. Jean-Baptiste Grenouille va apprendre les parfums, comment on distille, etc. Et puis bon, il va continuer sa route, il va aller jusqu'à Grasse, qui est quand même la ville en France du parfum. Composer des parfums, ça ne lui suffit plus. Il essaye de capturer à peu près toutes les odeurs, que ce soit des cailloux, des poignées de porte, des animaux, des chiens, etc. Mais très vite, il va vouloir un gibier un peu plus gros, si je puis dire. Il va vouloir capturer l'essence de jeunes filles vierges, et il va vouloir en faire un parfum ultime. Et donc, il va commencer à commettre des meurtres sur des jeunes filles. Et ça va devenir un tueur en série. Toute la ville de Grasse essaye de le traquer, mais lui, il passe toujours entre les mailles du filet. Et alors, le final de ce bouquin, mon Dieu, mais je ne m'y attendais tellement pas. C'était incroyable, c'était un peu choquant. J'étais sur le cul, mais c'était génial. Vraiment, voilà, je pense que c'est le genre de bouquin qui te marque à vie. Dommage, j'ai fait ma vidéo sur mes 10 livres préférés de tous les temps déjà, mais je pense que celui-ci pourrait rentrer parce que je pense que je vais m'en souvenir très très longtemps. Après, c'est une plume très bavarde. On est avec un narrateur omniscient. Il y a assez peu de dialogue, assez peu d'action. On raconte vraiment la vie de Grenouille d'une manière très extérieure
très surplombante. On n'a pas vraiment d'affect avec Renouil. Il est vu comme un personnage, enfin les gens le trouvent fade, inexistant. Il n'a pas d'odeur, voilà. Il n'a pas une personnalité hyper extravagante, il est plutôt discret. Donc nous aussi, en tant que lecteurs, on n'a pas vraiment d'affect pour Grenouille, on ne le déteste pas. C'est vrai qu'il commet quand même des meurtres, c'est assez horrible. Mais on comprend en fait sa psyché, son but en fait, ce qu'il veut faire. C'est un personnage qui en a quand même bavé dans sa pauvre vie. On n'a pas de pitié non plus pour lui, voilà. Ce livre est incroyable, ce livre est incroyable. Après je comprends, je crois qu'il y a une personne qui m'avait dit qu'il n'avait pas trop aimé parce que c'est très descriptif, très bavard, il y a beaucoup de descriptions, voilà. Mais la plume est exceptionnelle et tout le vocabulaire, le champ sémantique autour de l'odorat, des parfums. Moi quand je lisais ce livre, j'avais l'impression de sentir les odeurs, j'avais envie même de me parfumer pour sentir quelque chose. Mon odorat a été mis à rude épreuve comme rarement dans un livre, rarement en littérature, que ce soit des parfums exquis comme la puanteur de Paris par exemple, c'était incroyable. Voilà, j'ai adoré. Allez-y si vous ne l'avez toujours pas lu, mais je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu et je rejoins vraiment les avis quasi unanimes sur ce bouquin qui est vraiment génial. Ensuite j'ai continué toujours avec du classique, mais cette fois-ci je suis partie avec Zola, avec La Curée donc de Émile Zola aux éditions Le Livre de Poche, dans ces magnifiques éditions vintage. Donc vous le savez si vous me suivez, mais je lis tous les ans un roman de Zola, et notamment de la saga des Rougon-Macquart. Donc il y a 20 tomes dans cette saga. D'ailleurs dans ces éditions on les a tous ici. Je ne les lisais pas forcément dans l'ordre. Je crois que j'avais commencé par Nana. J'avais lu Pot-Bouille au bonheur des dames, L'Assommoir, son excellence Eugène Rougon, Germinal aussi. L'année dernière j'avais lu La Fortune des Rougon et cette année comme j'avais le tome 2, donc La Curée qui est le tome 2, après La Fortune des Rougon qui était le tome 1, je me suis dit que j'allais continuer avec ce tome 2. Alors là on quitte complètement la ville de Plassans dans le Midi où on voyait la genèse de la famille des Rougon-Macquart pour aller à Paris au 19e siècle. On va suivre le personnage d'Aristide. Moi je me suis fait un petit arbre généalogique sur mon bullet journal quand j'ai lu La Fortune des Rougon pour savoir qui est qui dans la famille des Rougon-Macquart, c'est assez sympa à faire. Donc Aristide, j'ai de suite compris que c'était le 3e fils du couple de Pierre Rougon et Félicité qu'on suivait dans La Fortune des Rougon. Il va changer de nom, il va se faire rappeler Saccard parce que son grand frère Eugène est ministre à Paris et voilà, c'est le ministre Rougon et il veut pas que son frère lui vole la vedette, donc il lui demande de changer de nom. Donc Aristide va prendre le nom de sa première épouse, de jeune fille de sa première épouse, Angèle, avec qui il a eu 2 enfants, Clotilde qui est vite expédiée chez son oncle à Plassans, le fameux docteur Pascal, et il a un fils qui s'appelle Maxime qui lui est au pensionnat. On apprend très vite que Angèle, elle fait plus partie du tableau puisqu'elle est décédée et Aristide va se remarier avec une jeune femme qui s'appelle Renée. Elle a 19 ans, elle a toujours vécu dans un couvent, elle vient quand même d'une famille, voilà, son père est militaire, etc. Il est très droit, très sévère. Mais malheureusement la pauvre fille s'est faite violer alors qu'elle était en vacances à la campagne. Elle est enceinte de ce viol et malheureusement elle peut plus se marier avec un jeune homme normal entre guillemets. La tante de Renée ainsi que la sœur d'Aristide, donc Sidonie, qu'on connaît aussi un petit peu, vont magouiller pour arranger en fait ce mariage entre Renée et Aristide qui lui cherche une nouvelle épouse. Il va accepter, c'est surtout la dot énorme de Renée qui va finir de le convaincre parce que c'est un Rougon, hein. Ils aiment bien la thune, hein, les Rougons, ça on le sait. Ils vont se marier, il n'y a pas d'amour entre eux, hein, clairement. Finalement Renée va faire une fausse couche et Maxime va revenir. C'est un jeune adolescent de 13 ans qui revient du pensionnat et il va habiter avec son père et sa nouvelle épouse. Et très vite il va se lier une relation un petit peu ambiguë entre Renée et Maxime qui ont assez peu de différence d'âge finalement. Donc elle va le prendre sous son aile. Elle va en faire son confident, elle va l'insérer dans son cercle d'amis avec qui elle tient salon, des jeunes femmes mondaines, etc. Il y a un physique un petit peu androgyne aussi, on aime bien le déguiser en petite fille, enfin voilà, on aime bien s'amuser avec lui, mais ça reste quand même un garçon, voilà. Donc ils ont cette relation un petit peu ambiguë et très vite on va vite comprendre qu'ils vont verser dans le Phèdre Hippolyte, hein, vous voyez. D'ailleurs quelques pages avant que ça n'arrive, j'avais de suite pensé à une pièce de théâtre de Racine
où Phèdre, donc qui est l'épouse du mari, va tomber amoureuse de son beau-fils Hippolyte. C'est ce qui va arriver entre René et Maxime. Zola parle d'inceste. Moi je trouve que c'est un peu fort parce qu'ils n'ont pas trop de liens de sang, mais c'est vrai qu'à l'époque, au 19e siècle, dans le Paris mondain, c'est peut-être pas très bien vu, mais voilà, c'est une relation d'amour impossible, tragique, comme on aime. Bah, c'était génial, j'ai beaucoup aimé voir le Paris mondain avec les balles, les costumes, les... Oui, le chat. D'ailleurs, René et Maxime vont aller voir la pièce de théâtre de Racine, donc Phèdre, interprétée sur scène. Ils vont voir cette pièce de théâtre interprétée sur scène et René va en avoir un gros coup au cœur parce qu'elle va immédiatement s'identifier à Phèdre. Et voilà, c'était génial, j'ai adoré ce clin d'œil de Zola à Racine. J'ai trouvé ce roman beaucoup moins politique que le précédent, beaucoup plus féminin puisqu'on va suivre vraiment le personnage de René. Et la fin, je m'attendais à cette fin, mais je m'attendais à quelque chose de plus tragique, de plus spectaculaire, puisque Zola en général n'est pas frileux pour ce genre de scène hyper poignante, hyper spectaculaire, comme dans Germinal, comme dans Nana. Là non, voilà, c'était assez soft. Mais j'ai beaucoup aimé La Curée, que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas lu. Et pour terminer, j'avais envie de lire un roman qui se lit voilà, assez rapidement, un page turner comme on dit, parce que voilà, le confinement, tout ça, j'avais besoin d'un truc qui se lise vite, dans lequel je sois complètement immergée, et je me suis lancée dans un Bernard Minet avec Le Cercle, et le tome 2 des enquêtes de Martin Servaz, donc Après Glacé. Donc c'est publié chez Pocket. Rappelez-vous, je vous avais parlé de Glacé au mois de janvier, je vous remettrai dans le petit i mon avis. J'avais beaucoup aimé, c'était toujours quand même des grosses pavasses de 700-800 pages, mais ça se lit tout seul. J'ai encore une fois adoré cette enquête-là, qui se passe dans un univers littéraire universitaire, donc je me suis quand même pas mal reconnue là-dedans, puisque moi-même j'ai fait des études de lettres à la fac. Donc on va retrouver Martin Servaz, qui est donc commandant à la SRPJ de Toulouse, ma ville, donc forcément j'ai aussi un affect particulier pour cette série, puisqu'on voit quelquefois la ville de Toulouse, et c'est parfois étrange de voir des lieux que tu connais si bien décrits dans un livre. Voilà, ça m'a fait un petit quelque chose. Donc Martin Servaz se remet de sa précédente enquête avec la rencontre de Julian Earthman, le fameux serial killer. Il va être missionné sur une nouvelle enquête qui se passe à Marsac, qui est la ville universitaire du sud-ouest. Alors c'est une ville inventée, hein, parce que en théorie, normalement c'est Toulouse, la ville universitaire du sud-ouest, avec Bordeaux, je pense. Et donc là, Marsac, ville universitaire peuplée d'étudiants et de professeurs. Et il se trouve qu'une des profs de langue et de civilisation est retrouvée morte, bâillonnée et noyée dans sa baignoire, dans sa maison. Un de ses étudiants, Hugo, le jeune Hugo, est retrouvé complètement hagard, assis au bord de la piscine où flottent des poupées. Sur la piscine, c'est un peu creepy. Dans la chaîne IFI tourne un CD de Mahler, qui est le compositeur préféré de Martin Servaz, mais aussi le compositeur préféré de Julian Earthman. Évidemment, premier suspect Hugo, qui est sur place, qui est complètement hagard, qui dit qu'il a été drogué, qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. Il s'est réveillé sur le canapé de la maison, il a cherché sa prof, il l'a trouvée morte dans la baignoire. Il était tellement en état de choc et encore sous drogue que voilà, il s'est assis au bord de la piscine et a attendu l'arrivée des flics. Il dit que c'est pas lui, qu'il est innocent. Mais évidemment c'est le premier suspect. Mais ce qui met la puce à l'oreille de Martin, c'est justement ce CD de Mahler qui tournait en boucle dans la chaîne IFI de la maison. Et d'autant plus que la mère de Hugo, qui n'est autre que Marianne, son ex-petite amie quand ils étaient eux-mêmes étudiants, elle supplie Martin, au nom de leur ancien amour, d'innocenter son fils. Et c'est une intrigue assez complexe, assez en tiroir, comme d'habitude avec Bernard Minet. Il y a aussi le personnage de Irène Ziegler, qui était la capitaine de gendarmerie dans le précédent tome, qui va être missionnée par Martin en sous-marin d'enquêter sur Julian Earthman. J'étais attachée à l'univers littéraire. En plus on a la fille de Martin Servaz, Margot, qui est récemment étudiante à cette université, qui va elle aussi enquêter en sous-marin au sein du campus, puisqu'il y a les 3 meilleurs amis de Hugo qui forment un quatuor, Hugo, je crois Virginie, Sarah et David, qui sont les 4 meilleurs élèves de leur promotion et qui sont soudés comme les doigts de la main. Et les 3 qui restent vont essayer d'innocenter Hugo, et ils complotent un petit peu dans le labyrinthe du campus la nuit. On ne sait pas trop ce qu'ils font, ils parlent d'un cercle justement.
le titre du livre. Et Margot et son pote Elias ont essayé d'enquêter aussi sur ces 3 protagonistes et c'était génial. Voilà. J'ai adoré. Encore une fois, ce que j'aime avec Bernard Minet, c'est qu'il fait des personnages hyper vraisemblables avec des intrigues qui pourraient exister, franchement. Et en fait, c'est hyper vraisemblable. Que ce soit les intrigues ou les personnages, on a l'impression que ça pourrait exister dans la vraie vie. J'ai encore passé un super moment de lecture. N'ayez pas peur de la bricasse parce que ça se lit tout seul, vraiment. C'est un page-turner. Et je lirai la suite avec grand plaisir. D'ailleurs, le tome 6 des enquêtes de Martin Servaz sort là au mois de mai aux éditions XO édition, ça va s'appeler La Vallée, mais bon, moi j'en suis pas encore là, je lirai bien sûr le 3e avant ça, qui, je crois qu'il s'appelle N'éteins pas la lumière, une saga que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture du mois d'avril, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi au mois d'avril, est-ce que vous avez fait de belles découvertes, si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à aller voir une de mes dernières vidéos et à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!